Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui lendemain d'une victoire éclatante en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Après la piètre performance au Parc contre le Benfica, on a enchaîné sur un classico réussi, un bon déplacement en Corse et la victoire d'hier soir bien évidemment, avec point commun à tous ces matchs, défense à 4, nouveau système qui est en train de diversifier l'équipe et surtout mettre dans les meilleures dispositions plein d'éléments individuels. On va revenir sur tout ça, installez-vous. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Bon, on va commencer avec du hors-terrain, c'est pas ce qu'on préfère, mais s'il y a bien une leçon à tirer du match d'hier soir, elle est en tribune et pour le club. Sur le terrain, les joueurs qui en mettent 7, bon, on joue pas notre saison contre des équipes qui nous sont nettement inférieures, donc on ne tirera pas vraiment d'enseignement. Par contre, en avant-match et en tribune Boulogne, le PSG a eu une vraie leçon, doit prendre des mesures, des initiatives de ce qui s'est passé hier pour faire court. 5000, si on doit les dénombrer, supporters israéliens qui ont du coup débordé de leur périmètre qui leur était attribué dans le parcage visiteur, bien aidés probablement par l'importante diaspora présente sur place. Bien sûr, c'est honteux et le premier responsable est le club parce que c'était prévisible déjà. Contre le Benfica, on avait vu des prémices. Les Portugais avaient réussi à s'infiltrer un petit peu dans d'autres tribunes que leur parcage visiteur. On l'a déjà vu à d'autres reprises dans l'histoire du club, ce genre de phénomène. Mais aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est beaucoup plus profond. D'abord, cette plateforme Ticket Place qui doit être réformée ou sautée tout simplement parce qu'elle permet à des gens, des espèces d'abonnés de se goinfrer, tout simplement, faire du business sur le Parc des Princes, ce qui le rend inaccessible aux gens qui n'ont pas 200 €, 300 € à foutre dans une place de foot qui avant tout est un sport populaire, bien évidemment, on ne cessera de le répéter. Donc déjà, sur Ticket Place, on en veut à ces abonnés qui sont complices de ce qui s'est passé hier, bien évidemment, et le club qui ne réforme pas parce qu'ils se prennent bien sûr des commissions sur les places qui sont revendues et tout ça, qui pourrait par exemple regarder le pourcentage par exemple de matchs dans lesquels un abonné va revendre. Est-ce qu'un abonné va faire du bénéfice par exemple sur son abonnement en revendant sur Ticket Place et du coup bannir dans les années à venir les abonnés qui font ce genre de pratique. Et puis deuxièmement, le club qui doit accepter à un moment donné de créer un groupe, quelque chose en tribune Boulogne qui ne vit absolument pas. Au-delà du match d'hier, le parc ne vit qu'au gré du cup de la tribune Auteuil et ça c'est franchement triste. Bien évidemment, bon, en Borély c'est tous les VIP trucs muches. En Paris, c'est les touristes. Et en Boulogne, c'est les touristes qui ont peut-être un petit peu moins de budget parce que ça chante pas, c'est quand même triste voilà, de voir ce Parc des Princes vivre avec que les ultras d'Auteuil. Par exemple, quand ils lancent un chant et que Boulogne doit répondre, n'ayons pas peur des mots en fait. Il y a quelque chose à changer. C'est morose, tout le monde a un petit peu sa responsabilité. Le club, les abonnés. Voilà, après, bon, il y a toujours des problèmes avec les supporters, toujours quelque chose à redire. Mais globalement, cette histoire d'hier, là, qui, voilà, doit être prise au sérieux, relayée dans les médias, parce que s'il y a bien quelque chose de concret qui ferait avancer les choses, c'est de s'emparer médiatiquement de cette affaire. Bien sûr, ça ferait moins de clics que le contrat de Mbappé, mais voilà, on espère qu'on aura des témoignages, parce qu'en plus, il y a des abonnés de Boulogne qui ont été virés hier de leur place,
pour faire de la place aux supporters israéliens. On a vu quelques témoignages sur les réseaux sociaux de leur propre initiative. On espère que les médias leur tendront leur micro pour relayer tout ça. Et puis ensuite, sur les polémiques d'avant-match. Parce qu'on a vu le Parisien balancer les détails du contrat de Mbappé, 630 millions sur 3 ans, une énorme prime à la signature, des primes de fidélité à chaque mercato et un salaire de 72 millions d'euros bruts par an, ce qui revient à 2,7 millions net par mois. Bon, c'est dément, il y a eu une récupération politique de cette histoire avec des personnalités qui s'en sont offusquées, d'autres comme Bruno Le Maire qui a dit que c'était bien pour l'économie française puisqu'il va payer beaucoup d'impôts. La Coupe du Monde au Qatar, ça gêne, mais par contre l'argent du Qatar qui est réinvesti dans les services publics, là on en est content, on est vraiment face à un charabia. C'est très difficile de voir de décrypter en fait parce que vraiment c'est la mairie de Paris qui supprime les écrans géants pour la Coupe du Monde, alors que ce sera en plein mois de décembre, qu'évidemment personne n'y serait allé, et qui de l'autre côté se réjouit quand même de voir le Parc des Princes, bah déjà être à un endroit où la ville de Paris vit un petit peu, même si c'est plus pour les banlieues, et puis surtout un endroit, alors là, je me contredis, puisque je vous dis que le parc vit au gré des touristes, c'est quelque chose de mal pour le club, mais pour la mairie, c'est quelque chose de bien. Quand tu vois le nombre d'étrangers, et quand je dis étrangers, c'est ceux qui sont là juste en voyage en fait, qui sont au Parc des Princes, c'est une véritable dinguerie. Bref, c'est un méli-mélo, ça a ni queue ni tête, je sais pas dans quoi on s'est embarqué médiatiquement. Dans tous les cas, il y a juste quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, les espèces de théories du complot qui disent que oui, les médias sortent ça à 48 heures d'un match de Ligue des Champions, c'est pour nous déstabiliser. Ok, c'est une évidence, mais de l'autre côté, j'ai envie de dire, ce genre de papier, ça, enfin, ils le balancent pas comme ça, c'est pas des inventions, il y a un travail en amont qui prend du temps, donc ça sort quand ça sort, et puis ça joue tous les 3 jours en fait. Donc si tu le sors pas 48 heures après un match et 48 heures avant un match, tu le sors quand? Tu le sors quand en réalité? Tu vois ce que je veux dire? Après, ce sera la Coupe du Monde. En trêve internationale, on n'est pas concentré là-dessus. Donc bon, les théories du complot, je dois dire que j'en fais pas vraiment partie. Voilà juste ce que je voulais dire. Bref, passons au terrain. Avec en face le Maccabi Haïfa, certes petit adversaire qui s'est décomposé complètement en seconde mi-temps, mais quand on se loupe contre ce genre d'adversaire, on dit que les joueurs n'ont pas leur place, on leur tombe dessus, on les fracasse. Donc, quand on réussit notre match, je vois pas pourquoi on les couvrirait d'éloges. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Soyons un petit peu positifs, hein, ne vivons pas que sur le négatif et les critiques dans ce monde de fou. Commençons par Renato, qui a récupéré 7 ballons. Voilà, c'est le plus haut total sur l'ensemble de l'équipe hier. Toujours un bon placement, athlétiquement il est très bon pour récupérer d'abord évidemment à l'épaule contre épaule, hein, il a coupé aussi des lignes de passe par son explosivité pour jaillir. Il montre qu'il faut un petit peu de rythme pour enchaîner. Alors lui c'est pas trop son problème parce que Galtier lui fait vraiment confiance, hein. Il a joué contre Ajaccio, il avait fait quelques rentrées depuis donc sa fameuse blessure, on se souvient. Donc refaisons un petit peu l'historique de son début de saison. Montpellier en août, il rentre, bam, but, 1 minute après. Super, début rêvé. Ensuite, match contre Monaco, très très compliqué. Peine à enchaîner. Fait une bonne rentrée contre la Juve, mais se pète. Et au final, absent jusqu'à le retour de trêve internationale. Et là, en tant que sentinelle, poste assez inhabituel. Et évidemment, on comprend le fait que Galtier ne veuille pas bousculer l'équilibre des titulaires habituels en faisant du poste pour poste quand il y en a un qui saute. Mais voilà, hier, il était en sentinelle. J'ai trouvé l'arbitre un petit peu clément avec lui. Voilà, par moment, il a mis peut-être un petit peu trop d'impact. Il a eu de la chance là-dessus. D'ailleurs, le même arbitre qui met pas de temps additionnel, on ne cessera de le souligner. Alors, on s'en sort avec un +4 par rapport au Benfica parce que la Juve a fait une seconde mi-temps avec Allegri qui fait rentrer des jeunes. Encore une fois, pour quasi recoller au score. Au final, ça finit à 4-3. Ça peut finir à 4-4, puisqu'ils ont la balle d'égalisation, les Turinois. Dommage, mais dans tous les cas, la semaine prochaine, on doit faire mieux que le Benfica, même si aujourd'hui, je crois qu'en termes de différence de but, on a 8 et eux 4, je crois, si je dis pas de conneries, mais dans tous les cas, on leur met 4, voilà, en différence de but. C'est le plus important, ça fait plaisir. Le temps additionnel aurait permis peut-être d'inscrire 1 ou 2 buts de plus, tant les Israéliens étaient des plots sur cette fin de match.
Donc c'est vraiment dommage, c'est une spécialité qu'on voit en Ligue 1, le voir en Ligue des Champions, c'est regrettable. C'est important de finir premier bien évidemment. Alors comme je vous le disais, il faut faire mieux que le Benfica. De l'autre côté, la Juve sont tellement nazes qu'ils ont autant de points, à savoir 3, que le Maccabi Haïfa, qui donc va recevoir le Benfica dans les conditions qu'on connaît, déplacement compliqué pour les Portugais, long avec le climat, l'ambiance là-bas, et avec la possibilité d'accrocher l'Europa League. Croyez-moi, ils vont sortir le match de leur vie, donc voir le Benfica se faire accrocher là-bas, je pense que le Benfica va se faire accrocher. Je suis assez confiant. Maintenant, est-ce que nous, à la Juve, on va aller chercher la victoire? Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne suis pas aussi confiant. Dans tous les cas, il faut finir premier parce que sinon, on se tape le Bayern, City, le Real, Napoli pour ne parler que d'eux. Alors que si on finit premier, bon, on a Liverpool, les clubs italiens avec l'Inter, l'AC Milan de tête et Porto aussi, je crois. Donc voilà, Dortmund dans le groupe de Manchester City, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est quand même un petit peu moins relevé que si on finissait deuxième. Bernat a peiné à entrer dans son match. Bon, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit temps d'adaptation. Mais techniquement, je l'ai trouvé assez propre, même si bien sûr on notera l'énorme gap qu'il y a entre lui et Nuno Mendes qui va revenir. Je pense que là, on est face à un vrai enjeu dans ce système à 4, le retour de Nuno. Pourquoi ? Parce que ce système à 4 met plus de densité au milieu de terrain. Dans la profondeur, du coup, tu es moins pris parce qu'il y a moins d'espace entre les lignes, moins de possibilités de verticalité pour l'adversaire. Fabian Ruiz permet à Achraf Hakimi sur le côté droit de monter, mais on n'oublie pas qu'avec Nuno Mendes, peut-être qu'Achraf sera un petit peu plus bridé. Et puis surtout, Mbappé a retrouvé tout son côté gauche, Neymar jouant plus bas, et Nuno n'étant pas là, Bernat n'ayant pas évidemment l'apport athlétique de Mendes. Donc évidemment, ça va être un vrai défi pour Christophe Galtier. J'ai hâte, vraiment, c'est le truc qui me stimule sur les prochains matchs. Ça peut paraître idiot, mais vraiment, j'espère que ça va pas un petit peu entacher ce système qui apparaît comme quasi parfait aujourd'hui. Mbappé, hier, il a fait 5 passes clés. C'est le record sur un match de Ligue des Champions pour lui. Il avait déjà fait 5 passes clés contre Başakşehir. Rappelez-vous, c'était l'un des derniers matchs de Thomas Tuchel. Voilà, le match qu'on avait rejoué le lendemain. 5 passes clés. Donc par passe clé, on entend évidemment une passe qui conduit à un tir du coéquipier qui la reçoit. Son record en Ligue 1, c'est 6. Donc évidemment, altruisme gigantesque pour Mbappé hier. En plus par ses courses, notamment sur le but de Neymar. Donc ça fait plaisir. C'est très clair que, de toute façon, il avait raison sur le fond quand il se plaignait du pivot gang et de son rôle. Il avait absolument raison. Depuis qu'il a retrouvé son côté gauche et ses libertés, il est exceptionnel et encore plus à la relance, à la construction, par ses décrochages, que dans ce rôle de numéro 9 un petit peu bridé qui doit aller chercher l'axe droit par moment et qui est que cantonné à prendre la profondeur. Évidemment que Christophe Galtier avait mal jugé, et de l'autre côté, c'est une équation très difficile, puisqu'aujourd'hui, pour que Mbappé retrouve son côté gauche préférentiel, Neymar joue plus bas, voilà, quasi en tant que relayeur. Et Messi est un petit peu plus isolé, même si hier soir, ça ne s'est pas ressenti. Neymar, c'est encore le second Parisien qui court le plus derrière Fabian Ruiz, et pourtant l'impression visuelle était différente. Je ne l'ai pas noté dans mon débrief, mais j'ai eu l'impression qu'il a un petit peu moins défendu que d'habitude. Voilà, peut-être qu'il a fait plus de courses à haute intensité sur les sorties de balles, sur les contres, parce qu'on s'est beaucoup illustré dans ce registre-là. Mais dans tous les cas, il a encore couru. De toute façon, ces dernières années, il reste en fait dans ses standards. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on le met en avant parce qu'il fait les statistiques. Techniquement, il est bien meilleur et il a retrouvé de l'explosivité dans les 1 contre 1, mais il court autant que l'année dernière. Par exemple, au Santiago Bernabéu, c'est le deuxième Parisien qui court le plus, en plus de délivrer la passe décisive sur le seul but qu'on marque là-bas. Je ne sais pas si on se rend compte. En plus de sa fin de saison qu'il fait derrière d'un point de vue statistique qui est très réussi, on lui a quand même insulté sa mère dans les tribunes et hué. Alors, aujourd'hui se pose un vrai problème quand même. Neymar, Messi, et plus globalement, pas assez de joueurs qui vont communier avec les supporters à la fin des matchs. Ça, on doit absolument y remédier. Je ne sais pas si les primes de fidélité ou d'aller applaudir qui avaient fait polémique en 2017 ont été supprimées par le club. Mais dans tous les cas, faut que Neymar et Messi aillent voir les supporters. Est-ce que c'est de leur initiative ? Moi, je suis plus de ce côté-là, du côté de Neymar et Messi. Je ne sais pas si on se rend compte que l'année dernière, on a sifflé Lionel Messi. Voilà. Neymar, il a été pris comme symbole,
Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en 2019, quand il veut partir, ça lui insulte sa mère, ça lui dit Neymar, les banderoles Neymar, casse-toi, alors que Mbappé, quand il fait exactement la même chose, ça fait pas du tout la même réaction. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que Neymar, après ses velléités de départ, il nous emmène en finale de Ligue des Champions. Hein. Son final eight est très réussi, sa double confrontation contre Dortmund aussi. Attention, ça fait quand même 6 ans qu'il est là. Alors oui, ça paraît très long vu le nombre de blessures, de matchs qu'il a loupés, mais il y a aussi eu des pics de performance excellents, tout simplement, pour Neymar. Voilà, je pense qu'il faut le souligner. Globalement, le trou noir, c'est sous Pochettino. C'est sous Pochettino et à l'époque de ses métatarses. Bref. Et des histoires extrasportives avec les allers-retours au Brésil, la claque aux supporters rennais. Mais dans tous les cas, encore une fois, Neymar, hier soir, un match très 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 complet de sa part, ça fait plaisir. Hakimi, dans ce système, il est beaucoup plus à l'aise parce qu'il part de plus loin, peut-être aussi parce que Fabian Ruiz le sert beaucoup plus et mieux, avec beaucoup plus de justesse. Dans tous les cas, faut qu'il ait plus de lucidité dans le dernier tiers, au bout de ses courses. Par contre, en termes de course à haute intensité, il est exceptionnel. Pour les enchaîner, c'est énorme. Il a un coffre, je ne sais pas si on se rend compte, Hakimi, j'aimerais le souligner, parce qu'en plus, il se blesse que très peu. Et ça, c'est impressionnant d'avoir un joueur qui, de la première à la dernière minute, est capable de cavaler sur tout le terrain sans se blesser, sans avoir de problème. Vraiment, il doit avoir des muscles à toute épreuve, Achraf. Vraiment, bravo à lui là-dessus. Je voulais vraiment le signaler. Bref. Bon, les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs, ne les oublions pas. La gestion des airs, c'est dommage parce que tu as Ramos, Marquinhos. Et au final, c'est Bernat qui se retrouve à défendre sur un mec qui fait 1m92. Donnarumma qui est obligé de sortir parce que personne ne bouge, tout le monde est attentiste. Gros souci de concentration hier, voilà. Même si je voudrais pas remettre la défense en cause pour autant. On sait tous que l'équilibre de l'équipe, c'est la MNM. Il faut construire autour d'eux, il faut les mettre dans les meilleures dispositions. Et donc, c'est compliqué puisque ce système fait un retour du fameux 7+3, alors que dans le système A3, c'était plus 1, 8, plus 2, disons. Pour ce qui est des coups de pied arrêtés offensifs, c'est quand même compliqué de jouer les corners à 2 quand tu as Ramos et Marquinhos dans la surface. Fabien Ruiz, je ne l'inclus pas, il est grand, mais on sait tous que les duels aériens, c'est pas la première de ses qualités, il n'a pas des bonnes statistiques dedans. Et puis les défenseurs centraux, alors Ramos a fait un bon match, notamment au duel hier. Marquinhos a apporté un petit peu plus à la relance, mais globalement, il continue à sursolliciter Donnarumma au pied, et ça, j'aime pas. J'aimerais quand même que nos défenseurs centraux prennent beaucoup plus d'initiative dans nos circuits de passe. Bref, Vitinha, je m'y suis arrêté en longueur dans mon débrief hier soir, donc on n'en parlera pas. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour parler un petit peu de Mercato, parce qu'il y a eu quelques rumeurs ces derniers temps, on va revenir dessus. Bonne soirée, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout, et allez Paris!